l'hiver est long, hein, c'est quand même la saison la plus longue. Bien sûr, chaque saison apporte son émerveillement au point de vue paysage, au point de vue lumière, au point de vue observation, au point de vue travail. Les 4 saisons, c'est quelque chose de magique dans cette région ici. L'hiver, bien sûr, l'activité dehors principale, c'est produire le bois de chauffage. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Allez, Le bois, moi j'ai compté pour moi un peu comme ça, on le prend environ 11 fois dans les mains jusqu'il va atterrir dans le fourneau et nous chauffer l'hiver. Il y a aussi un très grand effort physique à faire. Certains y vont dans une salle de fitness. Moi, ma foi, je vais au bois. J'ai quand même mes 2 chevaux qui font une partie du travail aussi. Oh, recule, recule. Les travaux très complets que moi je fais, je ne sais pas si encore beaucoup de personnes en Suisse qui font ça. J'adore aller au bois. Le moment où la machine arrête, c'est ce silence-là qui nous fait un bien fou. Je suis tout seul et j'apprécie ce contact à la nature. On peut voir chaque fois quelque chose d'incroyable. Parfois c'est un petit oiseau, parfois c'est un cerf, parfois c'est un petit troupeau de chevreuils ou des chamois ou, voilà, ou un renard. Je veux dire, déjà ça, c'est un événement qui nous réjouit et ça nous donne le courage aussi à partir pour le jour suivant. J'ai arrivé à premier, ça c'était 82. J'ai pu acheter cette maison et bien sûr ça m'a donné immédiatement l'idée de me lancer dans cette paysannerie artisanale. Dans le fait, mon grand-père qui exerçait ça, ça m'a à l'époque déjà énormément plu et ça me faisait rêver. Ces outils ils sont tous inusables. Avoir un outil comme ça dans les mains qui est patiné, qui est usé, qui a été touché par un paysan pas seulement 20 ans en arrière, mais aussi de son père et son grand-père et de son arrière-grand-père, ça donne encore un charme de plus de travailler avec ça. Cette maison a pratiquement pas changé depuis plus que 200 ans. Bien sûr, le chauffage, c'est la même chose. Moi, je chauffe au bois. La cave qui est derrière la cuisine, c'est la cave ancienne de la maison. Il est très, très bien conçu. C'est un climat
extrêmement favorable pour garder les légumes, les fruits et toute votre nourriture toute l'année, et ça m'évite brancher là un frigo ou quelque chose comme ça. Je suis un solitaire, mais je vis quand même pas tout seul. Il y a quand même un certain contact avec les gens au village. J'ai quand même quelques amis. J'ai aussi une amie. Avant, j'avais une très grande famille. C'était pas du tout facile à gérer ça. C'était quand même une famille récompensée. Voilà, il y avait quand même 5 enfants. Cette histoire, ça finissait quand même pas très heureux. Maintenant, c'est vrai, la semaine, je suis content de faire mon travail et m'occuper de mes chevaux. Et voilà. Actuellement, j'ai 2 chevaux, c'est 2 juments Franche-Montagne. Le cheval adore travailler. Pour lui, c'est aussi une forme de plaisir. C'est un spectacle magnifique, voir un cheval qui travaille avec beaucoup de discipline, mais le moment où il a sa liberté, il monte un peu tous ses caprioles et physiquement tout ce qu'il sait faire. C'est un peu un feu d'artifice. Je suis né à Garmisch-Partenkirchen. C'est une petite ville en Bavière. Dans une grande famille, moi j'ai un frère et 3 sœurs. Mon père, il était peintre du bâtiment. Et dans notre famille, tout le monde faisait la musique, hein, même 1, 2, 3 instruments sur un niveau très élevé. Cette activité-là m'a conduit aussi automatiquement à la lutherie. Dans le fait, les instruments, il fallait les faire aussi réviser. Et à ce moment, j'ai pris contact avec ce métier et j'ai vu cet atelier avec ses outils. Et effectivement, je me dis, ça doit être très chouette fabriquer un instrument. Et ça a ouvert cette voie avec une immense passion pour moi. Pour construire le violon, on compte 108 ans d'heures. Le violon, elle est composée environ de 70 pièces. Toutes ces pièces, on doit les fabriquer, assembler, coller ensemble, et ça correspond à ces 108 ans d'heures de travail. La première étape maintenant dans la construction, c'est élaborer la couronne d'éclisse. Les éclisses, ce sont les côtés de l'instrument. Et pour assembler tout ça, on a posé 6 tasseaux. Le tasseau, c'est des petites cubes en bois qui vont tenir tous ces éclisses ensemble.
On va tout ça assembler et coller autour de cette gabarit. Le moment où j'ai commencé mon apprentissage à l'école de lutherie à Mittenwald, on a dit voilà, on va faire un violon, mais on n'avait pas du tout la conscience de ce raffinement de cet objet. Le moment où on commence et le prof vous dit là, il y a un petit plat, il y a ci, non, là, il y a trop. Tout d'un coup, l'œil qui va s'ouvrir. Ah, mais quel objet, quelle finesse, quelle harmonie là-dedans. Et à ce moment, on rentre après 8-9 heures d'école et on continue à la maison le soir. Déjà durant mon apprentissage, j'ai travaillé pour des autres luthiers, j'ai réparé, j'ai construit des instruments, j'ai gagné ma vie déjà comme ça. Et ça me donnait déjà une routine de travail beaucoup plus importante qu'un autre jeune qui rentrait après l'école et fumait des joints. C'était très à la mode à l'époque, et surtout à l'école de la lutherie. Pour chauffer les éclisses, il faut les cintrer aussi avec une certaine force. Si on ne tire pas assez sur la tôle, l'éclisse elle va casser. Et en plus, bien sûr, le fer il est chauffé environ à 700 degrés. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se brûler les mains. Voilà, c'est bon. Printemps, bien sûr, on se réjouit de voir les journées meilleures. La température va monter aussi, les journées sont plus longues. Moi, j'attends avec impatience le changement d'heure. Comme ça, on peut travailler beaucoup plus longtemps le soir. Comme enfant, nous, on a beaucoup travaillé déjà. On donnait quand même des coups de main pour les foins et certains travaux. Un côté, on dit, voilà, on ne veut plus un enfant travailler, mais nous, on a énormément appris à travers ce travail d'enfant, qui était bien sûr à notre mesure. On ne nous a pas dit, maintenant, tu dois porter des pierres lourdes ou je ne sais pas quoi. C'était intéressant et moi, j'aimais bien faire ça aussi. Comme enfant, j'étais très colérique. Et ma mère, bon, on avait bien sûr une éducation très très dure. Et si j'avais fait une crise de rage, je me roulais par terre et j'ai tapé tout ce que je pouvais. Elle m'a simplement enfermé dans une petite pièce où il y avait 4 portes, mais finalement c'est 2 mètres carrés qui étaient complètement nus. Elle me laissait rager là-dedans une demi-heure, 1 heure. Et après, elle a encore attendu un long moment pour me sortir. J'ai fait ça 2 fois et là j'ai compris ça, il ne faut pas faire. Et là, depuis là, j'ai développé un certain calme, une certaine tranquillité qui m'a aussi maintenant servi dans mon métier. Si quelque chose ne va pas, il ne faut pas rager, il ne faut pas énerver, il ne faut pas casser.
Le moment où on sort le gabarit, c'est pas seulement intéressant, c'est toujours un peu risqué aussi. Si on force trop, ça peut bien sûr casser une éclisse ou même le dos, il peut s'ouvrir. Voilà. C'est toujours un moment, on est tout content, c'est bien sorti. À la fin de l'école, j'ai fini ce vendredi et lundi, j'étais déjà à mon place de travail. À 24 ans, je suis venu en Suisse. J'ai trouvé une place chez Musikuk, à Zurich. Et là, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Après, je suis allé à Lamont en 1977 et j'ai ouvert mon premier atelier entre Lausanne et Genève. À Mittenwald, j'étais déjà marié avec une femme suisse. Voilà, pour ça, je suis revenu en Suisse. La sculpture de la voûte et de la table laisse suffisamment de place pour donner une touche très personnelle à l'instrument. Et c'est un peu comme votre écriture personnelle. Et ça donne effectivement une valeur assez unique à chaque instrument. Je travaille ici tout seul à l'atelier. Parfois on dit, bon, si on avait une troisième petite main qui pouvait juste tenir une seconde cette pièce, ça faciliterait la vie. Mais je veux dire, j'arrive toujours. Mais effectivement, parfois c'est des moments, il ne faut pas stresser. Dans la lutherie, je garde toujours absolument mon calme et je ne perds pas les nerfs. Je veux dire, sans ça, ça peut mal finir. Hein. Bonjour, voilà, vous arrivez déjà? Eh oui, Super. Voilà, je vous une laisse. balade. Je vais chercher des chevaux. Oui, vous pouvez les préparer. Et Taylor, on y va? Marine, c'est une jeune femme. Moi, je la connais, je pense, depuis 5-6 ans. Elle a beaucoup d'intérêt pour l'agriculture, surtout artisanale. Ça fait environ depuis 1 an et demi. Elle a pris vraiment contact avec moi. Elle a dit « Ah, j'aimerais venir de temps en temps vous aider et aussi apprendre. » Elle connaît bien les chevaux. Et elle vient, je pense, 2-3 fois par mois, un après-midi ou parfois une journée. J'ai plus 20 ans, j'ai plus les mêmes bras non plus.
Et c'est vrai, une petite aide comme ça de temps en temps, ça me fait beaucoup de plaisir et beaucoup du bien. Elle commence à apprendre aussi à conduire le char maintenant. Il faut prendre les virages d'une certaine façon, il faut juger un peu le freinage. C'est pas aussi simple que conduire une voiture. Hein. Et c'est vrai, dans le fait, elle connaît bien les chevaux, et je peux lui donner confiance, et elle commence à bien conduire. Ça fait combien de temps qu'il est là, ce bois? Ouais, ça fait 3 ans. Là, il est vraiment sec. Ouais, il est super sec, ouais. Comme ça, on peut directement rentrer dans la grange. Monsieur Bader, la première impression qu'on a de lui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses seul, Mais je pense. à qui on la fait pas. On va pas commencer à l'emberlificoter dans quoi que ce soit. Puis en fait, c'est juste la première façade, c'est parce que c'est quelqu'un de très occupé et qui a déjà, je pense, accueilli beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient intéressés et qui finalement n'ont peut-être pas croché. Donc il a un côté peut-être un petit peu méfiant au premier abord, mais après ça passe très vite. C'est quelqu'un qui a énormément de patience en fait. Autant avec ses animaux qu'avec moi, il aime beaucoup transmettre. Et c'est aussi quelque chose d'assez rare. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans ma vie, je pense, d'être entourée de gens qui m'inspirent, qui maîtrisent, qui font vraiment de A à Z et qui ont l'amour du travail bien fait et qui ont le respect du vivant. Je suis infirmière de métier et j'aime beaucoup ça, mais j'ai aussi besoin d'être centrée dans quelque chose de plus terrien. Mon père est pêcheur professionnel, a l'amour de son lac, à la vallée, donc on m'a beaucoup transmis ça. Ma mère est bergère de base, donc j'ai aussi grandi dans les alpages, donc j'ai toujours été en contact d'assez près avec le monde agricole. Il faut des lunes en plante et on va voir jusqu'où on arrive. Ouais. Hein. Et je veux dire, moi je reste après quand même un peu près des chevaux avec la charrue pour pas... Aujourd'hui, Marine elle est venue avec un ami. Si on est plusieurs personnes, c'est encore mieux de faire ça. La charrue, il suit avec la roue ici. Okay. Hein? Ça veut dire qu'il ne faut pas les planter là, sans ça la roue va les écraser. On plante ici. Recule un peu. Voilà. Allez, vite. Rien n'est plus productif que la pomme de terre. Si vous plantez 100 mètres carrés de pommes de terre, vous avez un maximum de récolte. Il n'y a pas un autre produit qui peut égaliser ça. La charrue, c'est déjà dans l'Antiquité. Hein, les Romains, ils labouraient avec la charrue. Le principe, c'est exactement le même. Aujourd'hui, plus de personne va fabriquer une charrue pour les chevaux, mais vous pouvez l'utiliser durant des générations et des générations, un outil comme ça. Vous pouvez passer. On est bon. On y va. Allez, vite. De voir ces anciennes techniques agricoles, ça me touche beaucoup. On sent les heures qu'ont passées ces paysans avec leurs chevaux. Et j'ai un profond respect en fait en pensant à toute cette histoire qu'on a avec le cheval. Voilà. Tourne encore un peu. Accrochez déjà. Voilà. Voilà. Il me touche énormément. Il y a aussi une fragilité, je trouve, dans cette manière de faire. De vraiment être complètement à fond dans le travail, ça montre
peut-être aussi une sensibilité exacerbée. Toutes des choses qui font qu'on arrive vraiment à se focaliser sur la lumière qui fait à 6 h du matin, à se dire, ben voilà, maintenant j'y vais, je sors de ma maison, il fait peut-être -10, mais en fait c'est beau. J'ai besoin de ces gens pour avancer, parce que peut-être je me reconnais aussi un peu là-dedans. Vous coupez en 4 ou en 3 les... Comme ça, c'était assez fin. Voilà. Hop, on ferme. Voilà. Il y a plein de facettes qui s'ouvrent au fil des mois. Par exemple, il compose des chansons juste incroyables à la guitare. Et tout ça, en fait, il n'en parle jamais. Il va jamais se montrer en public. C'est vraiment un amour de la musique qui est très apaisé, je dirais. Je commence l'hiver à 6 h du matin, l'été bien sûr à 5 h du matin. Pour aborder tous ces travaux, il y a la lutherie à l'atelier, il y a les travaux d'or, il faut soigner les chevaux, il faut récolter la nourriture tous les jours. C'est des très très longues journées de travail, je finis environ comme ça à 8-9 h du soir. Après, moi, je travaille quand même tous les soirs les instruments pour garder mes mains mobiles. Ça prend beaucoup de temps, ça veut dire que j'ai ni de canapé, ni de télévision, ni d'ordinateur, ni de Natel. Mais je veux dire, ça ne manque absolument pas. C'est une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus restreinte. Mais de l'autre côté, il y a aussi une richesse qui est aujourd'hui totalement perdue. Et les gens, ils n'ont plus du tout la connaissance de vivre plus simplement. Si on travaille avec le cheval, moi je trouve qu'on est le plus proche de la nature. À travers cette collaboration, on prend aussi connaissance de nous. Le cheval, il fait l'effort d'entrer dans notre monde, dans le monde de l'être humain. Il est capable de faire ça. Pour ça, il apprend, il sait travailler. Mais l'être humain, s'il fait l'effort d'entrer dans le monde du cheval, il est au plus proche de la nature. Et ça, c'est une découverte absolument géniale et magique. Et effectivement, moi, j'aimerais pas manquer ça dans ma vie. La nature, l'été, elle est dans toute sa beauté. La plupart des gens, l'été, ils rêvent des vacances et traîner à la plage. Moi, je rêve de travailler encore plus. Les journées, c'est plus long et ça, c'est le plus grand plaisir pour moi.
C'est ça l'été pour moi. On les ramasse aussi direct, les petits, ou bien? Tout. Ouais. Oui, après, il faut les tresser, les oignons, il faut les garder dehors encore jusqu'au premier jour de gel, un peu, je veux dire. Après, on peut les rentrer dans la cuisine et on peut servir ça. Après, Ça la va être grandeur joli qu'il ou nous pas, faut. le coup, là? Oui, bien sûr. Il faut les fous, les lapins. Bon, après, il faudrait faire un peu les... Ben, si vous faites le dîner, vous pouvez prendre un peu des haricots, là. Ben, ouais. Je veux dire, il faut... Je veux dire, moi, je ne vais pas tous les garder. On pourrait pour faire une la salade de graine. haricots. Oui, ça, c'est une bonne idée. Vous allez en avoir assez, quand même. Ah oui, oh là là. Et je garde un peu pour la graine. Je sais pas encore ce que je vais leur faire à manger, en fait. Je cultive 4 céréales. C'est le seigle, l'avoine, l'orge et le blé. Avec ces 4 céréales, je les mélange, je fabrique mon farine et avec ça, après, je façonne les pains. C'était un objectif de ma vie de produire mon propre pain. Et cette idée, finalement, a lancé un peu tout cette mode de vie. C'est quand même plusieurs années pour mettre ça en place. Trouver les terrains, c'est la chose la plus difficile en Suisse. D'abord, il faut amener le fumier, il faut labourer, il faut herser, il faut semer, il faut moissonner. Il faut battre les céréales, il faut les trier, il faut fabriquer la farine, il faut être boulanger après pour façonner les pains. Bien sûr, pour cuire le pain, il faut du bois pour chauffer le four à pain. C'est très très complexe et une fois on a fait son premier pain comme ça, on sait qu'est-ce qui ça vaut une tranche de pain. C'est pas comparable quand on va à la Migros, on achète une baguette pour 2,50 francs. C'était une réalité beaucoup plus dure qu'un rêve. Moi, c'est égal, mais mes enfants, c'est autre chose. J'aimerais bien vous voir une fois une journée sans pain sur la table. 2 jours sans pain, 3 jours sans pain. Après, c'est plus un rêve, c'est une nécessité. J'avais cette grande famille et cette petit atelier de lutherie. Économiquement, on vit jour pour jour. Si le téléphone sonne et quelqu'un dit « Ah, faites-moi un violon, c'est la fête », mais si le téléphone ne sonne pas 3 semaines, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'argent. C'est pas seulement un idéal, comme éventuellement être vegan ou je sais pas quoi. C'était absolument aussi une nécessité économique, simplement de survivre. Oh là là, c'est bon.
Voilà, bien. Là. Comme moi je pratique, ni à l'atelier, ni dehors dans les champs, on regarde l'heure, on a des choses à finir. On ne va pas dire « Ah, mais c'est bientôt 5 heures, quand je peux laisser tomber cette fourche ou cet outil ?» On voit quand même dans cette société maintenant, il y a des jeunes gens, comme par exemple Marine aussi, qui cherchent à renouer un peu avec une vie traditionnelle. Un côté, bien sûr, il est beaucoup plus laboureux, mais qui nous relie à une vie, on a les pieds sur terre et on sait qu'est-ce qu'on fait. L'être humain, c'est une petite partie de la nature. Ça veut dire, si moi je vais très rarement en ville, par exemple, les jours passés, j'étais à Berne, moi ça m'effraie voir ces gens qui sont en permanence scotchés sur leur natel. Pour moi, c'est vraiment une coupure totale avec la nature. Et pour moi, c'est relativement inquiétant. Je veux dire, sans la nature, l'être humain va disparaître et il ne va pas disparaître en dernier. Super. Extra. C'est toute une technique, hein? Je travaille quand même après les modèles anciens. Cet alto, c'est un modèle d'Andreas Amati. C'est vraiment la lutherie du début du XVIe siècle. C'est un peu le premier grand luthier de Cremone, en Italie du Nord. Bien sûr, on s'inspire de ça, mais après des longues années, il y a quand même aussi une forme de routine et on a besoin de moi commencer à mesurer. La beauté de la lutherie, elle n'est pas mesurable. Vous ne pouvez pas dire on est au 10e millimètre près, c'est un beau violon. Nous, on est aujourd'hui dans un monde, on veut tout savoir, on veut tout mesurer, on veut tout maîtriser. Dans la lutherie, on est loin de là. Si on commence l'instrument, on est vraiment dans l'inconnu et le résultat, ça reste une petite surprise. La beauté, elle est détachée de l'exactitude. La volute, c'est une finition classique du manche. À l'époque baroque, on finissait aussi souvent avec une tête de personnage ou une tête de lion. La volute, elle est très expressive, aussi expressive qu'un visage. Elle donne beaucoup de possibilités de montrer sa personnalité à travers cette sculpture. J'ai pas de modèle physique, mais j'ai un modèle dans ma tête et ça fait quand même maintenant pratiquement 50 ans que je fais ça. Vous pouvez vous imaginer combien de modèles sont dans ma tête. Voilà.
L'automne, c'est le temps des récoltes. Il y a les fruits, il y a le raisin, il y a le jardin. Ça va la vitesse? Oui, ça va bien. On va récolter les pommes de terre. On a le cultivateur qui est équipé pour ce travail-là. Les pommes de terre vont remonter. Quand j'alimente la terre, c'est un peu magique. La terre, elle est vivante et puis il suffit de planter une pomme de terre et il y a après un plant avec une vingtaine de patates, une dizaine de patates qui est là. Je pense qu'il y a peut-être une petite fierté, mais surtout de la gratitude en fait, parce qu'on fait pas tant que ça. On laisse faire surtout. Recule. Bon, tenez-vous bien. Ouais. Je me tiens. Voilà, on y va. J'ai senti déjà comme petit enfant, les choses les plus essentielles dans cette mode de vie, c'était cette possibilité de liberté. C'est ça le moteur. C'est pas pour moi l'écologie ou faire quelque chose à l'ancienne. Je veux dire, si vous vivez comme ça, vous avez une incroyable liberté, mais c'est pas une liberté, on fait n'importe quoi, on sait la journée qu'est-ce qu'on doit le faire et on le fait. Mais un côté, on l'a choisi. Je veux dire, pas choisir jour pour jour, mais choisir une fois pour cette mode de vie. Le vernis, bien sûr, c'est le secret favori des luthiers. Aujourd'hui, chaque luthier essaye de s'approcher au plus à ces vernis anciennes qui sont spectaculaires, qui sont magnifiques. Élaborer son vernis, c'est un travail, on peut dire, toute une vie. Et une fois on a au moins un beau vernis, on ne va pas dire à l'autre qu'est-ce qu'on a mis dedans. Ça permet à chaque luthier de donner un peu son meilleur là-dedans et on a une grande variété d'expressions de vernis et ça enrichit quand même un peu le métier maintenant aussi. On a fait qu'est-ce que nous on appelle le montage, ça veut dire on posait les chevilles, on a posé le chevalet, on a posé l'âme. Cette petite cylindre en épicéa qui relie la table et le dos à un certain endroit. Voilà. C'est une pièce assez magique. Déjà les premiers instruments à cordes, ils sont découverts le moment où on relie la table et le dos avec cette petite pièce. Ça donne une toute autre sonorité à l'instrument que si cette pièce monte. Pour ça, il a cet nom aussi, l'âme du violon. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à cet instrument.
Même si c'est une pièce très modeste, hein, parfois les gens ils croient que c'est quelque chose de compliqué, mais qu'est-ce qui est compliqué? C'est l'âme de l'être humain, mais pas l'âme du violon. Hein. Le violon, si ça sonne bien pour moi, c'est pas forcément ça va sonner bien pour tout le monde. Vous pouvez avoir un client, il va essayer un violon, il va dire « Ah, cette corde de sol, non, c'est un peu trop sombre, non, c'est pas équilibré, voilà. » Et un autre client, il va dire « Mais cette corde de sol, mais c'est magnifique. » La batteuse, elle va séparer la paille et la graine d'une façon grossièrement. Ça, c'est des machines, je pense, de 1920, quelque chose comme ça. La machine, un côté, elle avale les gerbes, et l'autre côté, elle crache la paille. Et dessous, elle sort le grain. Ça veut dire les deux sorties et l'entrée, il faut en permanence avoir un œil dessus. S'il faut intervenir. Bien sûr, c'est sympa de faire ça à deux. On ressent sans parler un peu où il faut être, comment il faut se placer. Et puis là, c'est la deuxième fois qu'on fait ça ensemble. Et je pense que le fait que ça fait bientôt 2 ans que je travaille avec lui, il y a aussi plein de choses où il n'y a plus besoin forcément de discuter. On arrive d'instinct plus à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça se fait tout seul. Et ensuite, c'est vrai qu'avec le temps, quand on travaille pendant 1 heure sur un même geste, c'est comme une musique qui se met en place. Je pense que c'est des métiers et des savoir-faire qui sont en danger et je trouverais dommage que ça se perde. J'aimerais penser que je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui puisse m'accompagner là-dedans et on verra. Moi, je suis assez conscient, après moi, cette histoire, c'est plus ou moins fini. Ça ne me rend pas triste, effectivement, la roue qui tourne. On ne peut pas revenir sur nos pas, on ne peut pas vivre dans cette nostalgie. Moi, je vis. Il faut être dans la réalité. Mais je veux dire, bien sûr, si Marine peut trouver plus tard un mode de vie qui permette de continuer ça, bien sûr, ça me fait plaisir. Mais c'est très, très difficile de mettre ça en place. Humainement, j'ai énormément de plaisir à faire ça avec elle, mais moi, je n'ai pas l'idée transmettre ça pour plus tard, dans 50, 100 ans, 200 ans, c'est de savoir-faire, c'est encore là. Ça, moi, j'ai pas ça derrière ma tête.
Cette mode de vie donne une immense liberté. Et si on a une difficulté, on a la capacité de le résoudre tout seul. Moi, je pratique ça maintenant ici à Premier depuis 39 ans. J'apprécie énormément ça. C'est pas une routine. Tous les jours, vous apportez autre chose et tous les jours, vous avez une autre observation et tous les jours, vous progressez et vous apprenez. Et pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer je vis autrement. Et j'ai toujours dit, si je sors de la maison, je sors avec les 2 pieds en avant.